Bonjour à tous et merci d'être là à la session GenAI 217 à la WS Summit 2024. Alors, j'espère que vous avez toujours envie d'entendre parler de l'IA générative. On n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, dans cette session, on va parler d'un sujet clé qui est le sujet autour de l'industrialisation de l'IA générative au sein d'une entreprise. Parce que tout le monde souhaite faire des POC, des expérimentations, des démonstrateurs. Par contre, pour aller à l'échelle, avec une gouvernance de la donnée, en traitant les aspects légaux, c'est un autre sujet. Et donc aujourd'hui, pour vous parler de ce sujet, on est là, dans cette session, pour traiter ces différents sujets avec un témoignage spécial pour vous. Donc je me présente, je m'appelle Oussama Kondakji, je suis Solutions Architect au sein de l'équipe en charge du segment transport chez AWS. Et donc je serai accompagné par trois intervenants magnifiques qui je vais laisser se présenter. Du coup, non, c'est bon, j'ai le micro déjà qui est à l'oreille. Hello Ancelin, moi je suis également Solutions Architect et je m'occupe d'éditeur de logiciels uniquement. Donc, voilà. Donc, moi, je suis Laurent Lim et moi, je suis Product Manager chez IT Novem et porteur de l'offre IA générative. Et donc, Borami, consultant data et product owner sur ce projet. Très bien. Alors merci à vous trois. Donc l'agenda d'aujourd'hui, donc on va commencer avec une petite introduction en quoi l'IA générative est différente avec Eloi. Ensuite, Eloi va nous présenter pourquoi AWS est un bon partenaire pour vous et pour votre entreprise pour monter à l'échelle avec l'IA générative. Ensuite, il va vous présenter les services principaux de l'IA générative sur AWS. Ensuite, je vais résumer pour vous un petit peu le champ du possible de l'IA générative avec AWS, avec les trois tendances principales de cas d'usage que vous pouvez implémenter avec AWS sur l'IA générative. Et ensuite, on va avoir un témoignage et un retour d'expérience d'IT Novem de la SNCF qui a monté une plateforme GenAI standardisée, industrialisée sur AWS. Et donc là maintenant, je vais donner la parole à Eloi pour faire l'introduction. Bon, on a tous vu depuis 1 an et demi qu'on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle générative. C'est encore le cas aujourd'hui. Mais au bout de cette année et demie, on arrive un petit peu à voir comment les entreprises dans différentes industries ne font pas que des POC, ne font pas que des chats, mais comment est-ce que les entreprises arrivent à changer la manière dont elles travaillent pour apporter de la valeur à leurs clients. Et donc, on distingue 3 grands axes. Le premier, ça va être tout ce qui est autour de l'expérience client. Donc, on peut penser à un chatbot, par exemple à la SNCF, pour être plus proche du client, gérer mieux les relations, les incidents, le service client, etc. La productivité, avec un cas d'usage assez phare, qui va être la génération de code. Comment est-ce qu'on peut augmenter la productivité des développeurs et la qualité aussi du code. Et finalement, l'optimisation des processus métiers. Ça peut être du traitement de documents, de la synthèse, de l'optimisation des processus. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle générative, ça rime forcément avec modèle de fondation. Les modèles de fondation, c'est tout simplement des gros modèles qui ressemblent en réalité quand même pas mal à ceux qu'on avait avant, mais qui vont être entraînés sur une très grande quantité de données, qui vont avoir beaucoup de paramètres, d'accord, donc qui vont être capables d'absorber de la complexité. Et donc, en étant capables d'absorber de la complexité, ils vont s'adapter à différents contextes. Et l'intérêt, évidemment, c'est de pouvoir l'appliquer sur votre cas d'usage spécifique. Je commençais en disant que aujourd'hui, les différentes entreprises appliquent et utilisent l'intelligence artificielle générative pour leurs clients. Cela, c'est consubstantiel, si vous voulez, à la personnalisation et à être capable d'avoir quelque chose de spécifique au domaine d'activité. Voilà, on aime bien le terme reinvent, réinventer chez AWS. Donc on va voir un petit peu comment, avec AWS, on peut essayer d'un peu réinventer les choses, de réinventer la manière dont on travaille. Alors déjà, pourquoi AWS avec l'intelligence artificielle générative?
La première chose, j'écoutais avec attention la présentation précédente et le DSI de l'UCPA disait que la sécurité, c'est pas une option et ça n'est toujours pas une option avec AWS, c'est par défaut. Donc, les modèles que vous utilisez, lorsque vous allez faire un call d'API, vos données ne sont pas réutilisées par AWS ni par nos fournisseurs pour l'entraînement de nos modèles. Si vous surentraînez un modèle, si vous le réentraînez partiellement, de même, il n'y a que vous qui pouvez utiliser ce modèle. Le choix, on y viendra un petit peu plus tard. On a différentes options, que ce soit sur le choix des modèles ou directement être capable de consommer des applications pour des utilisateurs finaux. La productivité, on a des services qui vont être adaptés à tout type de profil dans les entreprises. Et finalement, l'infrastructure, qui est à la base notre cœur de métier, qui va permettre d'avoir des latences qui vont être faibles, un ratio aussi coût-performance qui va être bon pour vous. Alors passons un petit peu maintenant sur la stack d'intelligence artificielle générative avec AWS. La première couche, l'infrastructure. Pour héberger, entraîner des modèles, on voit par exemple Hugging Face qui fait ça, ou Anthropic. Des outils également pour construire des modèles, avec des modèles, excusez-moi, donc être capable d'aller les consommer directement dans un simple call d'API. Et finalement, des applications qui vont utiliser des modèles et qui vont là pour le coup être plutôt destinées à des utilisateurs finaux. Quand on rentre un petit peu dans les détails, cette infrastructure qui est plutôt conçue pour les data scientists, on va retrouver des GPU, on va retrouver également les puces faites par AWS que vont être Inferentia et Trainium, et puis également SageMaker qui va vous permettre d'aller de l'entraînement, d'aller de la science, de la recherche de la donnée, jusqu'à l'inférence, la mise en production des modèles. Des outils qui vont être conçus pour le coup pour les développeurs, où dans votre application, vous consommez des modèles dans un simple call d'API qui deviennent interchangeables. Et ça, c'est l'objet de Bedrock. Mais dans Bedrock, vous avez plus que ça. Vous avez également des garde-fous, qu'on appelle les guardrails, qui vont vous permettre de contrôler les hallucinations notamment, qui est un problème quand même sur les modèles. Les agents, qui vont vous permettre d'ajouter des fonctionnalités. Si vous voulez chercher de l'information sur Internet, vous pouvez utiliser un agent. Et finalement, la personnalisation que vous allez pouvoir faire au travers du RAG, le Retrieval Augmented Generation, mais aussi via une spécialisation, un réentraînement partiel du modèle. Et finalement, des applications, avec toute la suite Q, des applications qui sont conçues pour des utilisateurs finaux, où vous allez par exemple vous connecter directement à votre CRM, et en vous connectant à votre CRM, Q va apprendre votre métier, des échanges qui sont faits à l'intérieur. Encore une fois, la sécurité est la base de cela, et ce qui se passe dans Amazon Q, si je puis dire ainsi, reste dans Amazon Q pour vous. Et vos utilisateurs directement utilisent cette application dans leur vie de tous les jours, dans leur travail. Alors, faisons un peu le distinguo entre Bedrock et Amazon Q. Bedrock va vraiment avoir vocation à vous laisser le choix entre des modèles. Donc voilà, vous avez toute une suite de modèles sur lesquels je reviendrai un petit peu après. Ils deviennent totalement interchangeables sur un simple call d'API. Ça a été fait évidemment pour répondre aux besoins les plus exigeants en termes de sécurité, de confidentialité de la donnée au sein de votre organisation. Alors qu'Amazon Q, on ne va pas construire avec Amazon Q comme on le ferait avec Bedrock. On consomme Amazon Q. Donc, on a Amazon Q Business, où là, voilà, ce que je vous disais, vous vous connectez à votre CRM et ça apprend de votre métier et des informations dans le CRM pour vous fournir un assistant. Amazon Q Developer, qui va vous permettre notamment d'aller troubleshooter sur AWS, voilà, de gagner du temps pour votre population technique. Amazon Q pour la BI, qui est intégré à QuickSight, où là, vous allez expliquer ce que vous souhaitez avoir comme graphique, et puis, il vous donne votre graphique. On évite toutes les requêtes SQL, etc. sous-jacentes. Et finalement, Amazon Q pour les centres de contact, les contact centers avec Amazon Connect, où là, vous allez pouvoir avoir un agent assist directement dans votre call center. Donc, je vous parlais du large choix de Bedrock et pourquoi est-ce que aussi on propose ce choix. On voit que tous les 6 mois, il y a un modèle qui devient meilleur que l'autre et c'est la course en ce moment de quel va être le meilleur modèle. Donc ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, c'est qu'il y a des modèles qui sont
meilleurs que d'autres sur certaines tâches. Donc on voit par exemple qu'Anthropic, avec Claude, est très bon dans les résumés de texte. Meta, avec Llama 2, pour tout ce qui va être lecture, compréhension, il va être très performant. Après aussi, on peut penser aux petits modèles qui vont permettre de réduire le coût, qui vont permettre de faire des tâches un petit peu plus spécifiques, moins complexes, mais à coût plus faible. Et c'est ce qu'on propose à nos clients. Et vous voyez, on a maintenant la liste exhaustive des modèles, avec notamment Claude 3, qui en ce moment est le meilleur modèle du marché, selon les différents benchmarks. Et on a également Mistral, dont Mistral large, qui a rejoint la plateforme pas plus tard que ce matin. Donc voilà, le but, c'est que vous puissiez expérimenter avec les modèles, construire vos cas d'usage, avoir le choix et de changer quand vous en avez besoin, si un modèle devient meilleur qu'un autre, et de ne pas être prisonnier seulement sur un modèle. Et finalement, ce ne serait pas une présentation d'AWS s'il n'y avait pas une slide avec nos clients. Et donc aujourd'hui, on a plus de 10 000 entreprises, 10 000 clients qui utilisent Bedrock pour construire, pour expérimenter leur cas d'usage d'intelligence artificielle générative. J'en citerai 3, avant de passer la main à Oussama, que sont évidemment la SNCF, qui va aujourd'hui témoigner, mais on a d'autres entreprises françaises et européennes, telles que Stellantis ou Adidas. Donc maintenant, je vais passer la main à Oussama, qui va vous parler des tendances et des possibilités que l'on voit sur le marché de l'intelligence artificielle générative. Merci Éloi. Alors, comme disait Éloi, donc, il y a plus de 10 000 clients aujourd'hui qui utilisent Bedrock pour développer et construire leurs applications IA génératives. Dans cette deuxième partie de la session, j'aimerais bien résumer pour vous le champ du possible de type de cas d'usage que vous pouvez mettre en place avec les services de la stack d'AWS sur l'IA générative. Donc, je les ai résumés en 3 tendances principales ou 3 possibilités principales. Et puis, évidemment, on va commencer avec le fait d'intégrer des large language models avec vos bases documentaires ou vos bases de connaissances. Malheureusement, le RAG. Et donc, on commence avec une application. Pour résumer, on a un large language model ou un LLM. Et on a des données internes qui sont des documents qui se trouvent dans des répertoires de stockage avec des données non structurées ou structurées. Donc, on commence avec l'utilisateur. Il pose une question, mais au lieu d'envoyer la question systématiquement directement au LLM, on fait une recherche sémantique pour récupérer les documents pertinents à la question qui est posée par l'utilisateur. Et puis, on envoie la question initiale avec les documents pertinents pour fournir une question qui est contextualisée avec vos propres données. Et puis, le LLM va générer la réponse en s'appuyant sur les documents pertinents qui ont été récupérés avec la recherche sémantique. Et donc, c'est ce qu'on appelle le Retrieval Augmented Generation, ou la génération qui est augmentée via la recherche, ou tout simplement le RAG. Et aujourd'hui, le RAG correspond à 70% de use cases qu'on voit aujourd'hui chez nos clients. Quelques use cases intéressants dans le monde du ferroviaire, mais également dans les entreprises en général. Donc, il y a la gestion de la maintenance, par exemple, le fait d'utiliser les données de maintenance comme les données d'intervention de maintenance, et le fait d'utiliser le raisonnement d'un LLM pour pouvoir attribuer les interventions de maintenance sur les créneaux de maintenance disponibles, en utilisant le raisonnement complexe d'un large language model. Il y a évidemment le service client, le fait de mettre en place un chatbot ou un robot intelligent dans un centre d'appel pour pouvoir répondre à des questions de manière contextualisée. Ensuite, il y a les appels d'offres, gros sujet en ce moment. C'est le fait de noter les offres dans le cadre d'un appel d'offres via un large language model avec du RAG, mais également pour travailler sur la rédaction d'offres, pour répondre à un appel d'offres avec les réponses historiques qui ont été faites dans une entreprise. Et enfin, il y a l'analyse de verbatim. Par exemple, si vous recevez des mails, des avis sur Google, si vous recevez des appels, si vous recevez des messages sur la messagerie, vous pouvez les analyser avec du RAG, avec un large language model pour détecter les tendances chez vos clients. Le RAG est facilement implémentable avec Amazon Bedrock et également avec Amazon Q. Deuxième tendance, c'est le fait d'intégrer un large language model ou un modèle de fondation
avec un système d'information existant. Donc, dans un système d'information, il pourrait y avoir des applications existantes, comme un système de réservation, comme un système de suivi de commande, comme un système de dépôt d'avis, comme un système de recherche documentaire ou un système de moteur de recherche. Et donc, on souhaite intégrer un large language model avec ce type d'application existante. Parce qu'avec le RAG, pour le coup, on utilise plutôt et on indexe plutôt des données qui sont statiques, des documents, alors que là, on intègre le LLM avec des données dynamiques ou avec des API. Donc on a un utilisateur, un large language model ou un modèle de fondation, et puis un ensemble d'applications existantes. Alors, si l'utilisateur pose une question, quand est-ce que ma commande sera livrée? Et donc, on souhaite récupérer cette information-là à partir des applications existantes. Et pour effectuer cela, on va s'appuyer sur ce qu'on appelle un agent ou un agent. Un agent est un orchestrateur qui s'appuie sur les capacités de raisonnement d'un large language model pour pouvoir l'intégrer avec un système d'information existant. Donc là, par exemple, l'agent va prendre la question de l'utilisateur, il va choisir le meilleur outil ou la meilleure application pertinente pour répondre à cette question. Donc là, en l'occurrence, il va choisir l'outil. Pour savoir le statut de cette commande, il va choisir le système de suivi de commande selon les spécifications de vos applicatifs. Et donc l'agent, ensuite, il va utiliser les capacités de génération du LLM pour formuler la requête API et l'envoyer à l'application de suivi de commande. Il va récupérer la réponse et il va la générer avec du langage naturel et l'envoyer à l'utilisateur. Donc c'est ce qu'on appelle un agent pour intégrer un LLM avec des données qui sont dynamiques. Quelques cas d'usage avec les agents, c'est le fait de faire le suivi de circulation, par exemple, est-ce que mon train est à l'heure, est-ce que mon train est en retard, où est ma commande aujourd'hui, ou j'aimerais savoir le statut de ma commande ou ma livraison. Un deuxième use case, c'est le fait de s'appuyer sur les algorithmes existants chez vous. Si vous avez des moteurs de recherche pour trouver des hôtels ou des produits, etc., vous pouvez intégrer ces algorithmes ou ces moteurs de recherche existants avec un large language model en s'appuyant sur un agent. Ensuite, il y a le fait de vérifier, par exemple, les produits en stock pour intégrer vos systèmes d'inventaire avec un large language model. Et enfin, le fait d'intégrer un large language model ou un modèle de fondation avec des applications SaaS ou des plateformes SaaS, comme Jira, par exemple, pour créer des stories, ou comme, par exemple, Salesforce pour créer des opportunités, avec, par exemple, ServiceNow pour créer des tickets ou des incidents, etc. etc. De la même façon, ce pattern d'architecture, les agents, sont facilement implémentables avec Bedrock Agents, mais également avec Amazon Q, de manière entièrement intégrée de bout en bout. Pour terminer, donc troisième tendance, c'est la multimodalité. On parlait toujours des large language models, mais le sujet majeur de 2024 va être la multimodalité. C'est-à-dire le fait d'intégrer du texte, mais également des images, des photos et de la vidéo. Et du coup, prenons une architecture d'exemple. Donc, on a un modèle de fondation multimodal, en l'occurrence, et puis on a un répertoire de photos au lieu d'un répertoire de texte ou de documents. Donc, l'utilisateur pose une question potentiellement avec une image. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui fait de la maintenance de train, et du coup, il prend une photo d'une pièce potentielle pour faire la recherche dessus, et du coup, il envoie la question avec l'image. On peut faire de la recherche sémantique sur des images également. On peut récupérer des images plus pertinentes, potentiellement d'un répertoire d'images. On peut envoyer la question avec les images fournies par l'utilisateur, mais également les images récupérées suite à la recherche sémantique. Et puis, on génère une réponse également contextualisée avec du texte, mais également avec des images. Donc, les cas d'usage principaux qu'on voit sur la multimodalité va être la recherche en utilisant des images, comme des pièces, par exemple, dans un inventaire. Le fait d'analyser des schématiques, notamment quand vous avez des documents qui ne sont pas uniquement textuels, quand il y a des documents où il y a des schématiques, des diagrammes, des schémas, des courbes, des graphes, des visuels.
les modèles multimodaux, notamment comme Claude 3, que mentionnait Éloi, sont en mesure d'analyser ce type de schématique pour pouvoir en extraire de l'information. Et enfin, un troisième use case, c'est le fait de structurer les données non structurées. Si vous avez des répertoires d'images et vous souhaitez en sortir ou en extraire des métadatas pour pouvoir faire de la recherche dessus, les modèles multimodaux permettent de faire ça. Aujourd'hui, avec Amazon Bedrock, vous pouvez utiliser Claude 3 pour poser des questions sur des images ou générer des objets JSON à partir d'images, etc. Donc, pour terminer, AWS, effectivement, vous permet de faire un choix stratégique sur l'IA générative dans votre entreprise. Donc, le moyen le plus simple pour tous les profils de développer des applications ou d'utiliser des applications IA génératives, on fournit le choix le plus large de modèles de l'état de l'art. On fournit également des assistants qui permettent d'améliorer la productivité de tous en s'appuyant sur l'infrastructure performante et économique d'AWS. Avant de passer la parole à Laurent, donc le sujet de l'IA générative n'est pas uniquement un sujet technique. Évidemment, il y a plein de sujets comme la formation, la standardisation, la sécurité, la gouvernance de la donnée, l'accompagnement d'équipe. Et du coup, pour vous parler de cela, je vais donner la parole à Laurent pour vous faire un témoignage du socle GenAI qu'ils ont monté à la SNCF. Merci du coup Oussama pour l'introduction et Éloi pour la présentation du RAG. Donc pour rappel, moi je suis Laurent Lim, donc moi je suis product manager IA générative et porteur de l'offre au sein d'ITnovem et je suis accompagné de Borami qui est product owner sur l'IA générative. Donc nous, ITnovem, on est une filiale technologique du groupe SNCF, on a environ 140 collaborateurs, on a une dizaine d'années d'expérience au sein de la SNCF. Et nous, on est vraiment spécialisé dans la valorisation de la donnée et on accompagne l'ensemble des entités du groupe dans leur développement d'applications métiers et également dans leur exploitation. Donc pour le contexte, nous, la SNCF, on est une vieille maison, on a un grand groupe industriel et de par la nature de notre activité, on a de nombreux référentiels métiers avec une grande variété de documents de différentes tailles, de différents formats. Et c'est vrai que pour un utilisateur, ça peut être assez compliqué de trouver la bonne information dans ces référentiels métiers. À l'été 2023, on est une équipe de data scientists, ils ont un peu de temps et du coup ils explorent le sujet des LLM et notamment la méthode RAG. Ils découvrent cette méthode et ils décident de se lancer dans un POC pour démontrer que la méthode RAG peut être une réponse à ces problèmes de recherche d'informations dans un corpus documentaire. Et également, à l'été 2023, on a une nouvelle directrice générale qui est arrivée. Nos data scientists, ils ont montré le POC qu'ils avaient réalisé à notre DG. Elle a été vraiment convaincue que les LLM peuvent apporter beaucoup de valeur dans nos métiers pour améliorer du coup notre performance opérationnelle. Et ça tombe bien, puisque en septembre, il y avait une conférence interne au sein de la SNCF, et notre DG, elle a montré le POC qui a été réalisé par les data scientists. Et donc sur ce POC, qu'est-ce qu'on pouvait faire? On pouvait charger un document PDF et l'interroger en langage naturel. Et donc là, on avait chargé un gros document de la SNCF qui fait 200 pages. C'est ce qui s'appelle le DRR, le document de référence du réseau ferré. On posait une question, on avait la réponse, la citation des sources, et à partir de là, ça a été le tsunami des remontées de besoins, beaucoup de cas d'usage, et on a rencontré plus d'une vingtaine de clients, et on s'est rendu compte que pour 70% des cas d'usage qui étaient remontés, on pouvait y répondre avec du RAG. Et là, on s'est dit, OK, le RAG, ça va être notre premier cas d'usage et qu'on doit industrialiser. Et donc, parmi nos clients, il y en a deux qui se sont montrés très intéressés. Donc, le premier, c'est la direction des ressources humaines, pour laquelle on est en train de créer un chatbot augmenté à l'IA générative pour répondre à de la documentation RH. On est sur un périmètre de 1000 documents, en cible 150 000 utilisateurs. Et là, on est vraiment dans une phase de rodage là, sur cette fin de premier trimestre et on vise un déploiement progressif à partir de T2. Le deuxième client, c'est la direction du matériel. Et là, l'idée, c'est de fournir un chatbot aux techniciens de maintenance pour vraiment les aider à retrouver la bonne information dans toute la documentation technique qui est assez complexe. Et donc là, on vise une expérimentation en production, on n'est pas sur un POC. À partir du mois de mai, on est sur 8000 documents et 500 utilisateurs. Et si jamais ça se passe bien, on pourrait étendre du coup le périmètre aux 30 000 documents de la base de données et aux 15 000 utilisateurs.
Et donc, une fois qu'on avait nos 2 clients, on s'est fixé 2 objectifs. On voulait apporter de la valeur rapidement au métier et réduire le délai entre l'expérimentation et l'industrialisation. Encore une fois, pas faire du POC jetable. Et donc, comment on a fait? On a construit une solution qui se veut flexible, robuste, sécurisée, mais surtout industrielle, sous la forme de boîte à outils et services à la carte. Donc, pourquoi on a fait cette solution du coup en interne? Puisqu'on voulait adresser les limites de l'IA générative, notamment pour tout ce qui va être hallucination. Donc, on sait dans certains cas que les modèles ils peuvent apporter des réponses qui sont partiellement ou totalement erronées. Pour pallier à ça, on a mis en place un évaluateur de la performance des réponses. Pour pallier aux problèmes du processus qui sont opaques, grâce au RAG, on peut également citer les sources en fonction de la réponse qui est apportée. Les LLM, ils ont également des bases de connaissances qui sont statiques. Et donc, pour pallier à ça, soit vous faites du fine-tuning, mais ça coûte assez cher, ou sinon, vous mettez en place du RAG, qui est du coup beaucoup plus économique. En termes de confidentialité des données, on le sait tous, donc sur les modèles publics, lorsqu'on renseigne des données dedans, ça sert à entraîner les modèles de l'éditeur. Et donc, nous, on a créé une solution spécialisée et adaptée du coup à de la classification de données C3. Et enfin, les données elles sont non spécialisées. Du coup, notamment nous, dans le ferroviaire, les LLM ne connaissent pas nos différents acronymes et notre jargon. Et du coup, nous, on est convaincus qu'on va créer du coup des agents conversationnels spécifiques par cas d'usage avec une documentation métier associée. Et donc, pour créer cet accélérateur de cas d'usage, on ne peut pas le faire tout seul. Et donc, on s'est associé à 2 autres entités de la SNCF. Donc, nous, côté IT Novem, on est vraiment spécialisé dans l'expertise de la donnée et dans le pilotage projet. Il y a une équipe qui est en charge du coup de l'expertise, qui nous apporte de l'expertise sur le développement d'applications, et une autre sur la partie industrialisation, les infrastructures techniques et le run. Et donc, tout ça, ça fait une équipe de 15 personnes qui a été montée à partir d'octobre 2023. Donc ça, c'est une vue assez haut niveau de notre architecture. Donc sur la partie basse de l'accélérateur, on a au centre en fait une API commune qui permet d'accéder à des modèles d'IA. Donc à date, on utilise des modèles qui sont disponibles sur Bedrock, donc notamment Claude 2, Claude Instant. On va regarder également Mistral. Et à côté, on a une bibliothèque de services complémentaires qui permettent de créer des cas d'usage de recherche documentaire de bout en bout, donc avec la partie pipeline d'ingestion, chatbot, recherche sémantique, stockage et IHM. Et donc, par exemple, pour le cas d'usage de matériel, on a pris l'ensemble de ces briques qu'on a customisées pour répondre aux besoins de matériel. Et donc, en fait, grâce à cette bibliothèque qui est réutilisable, de composants réutilisables, on peut vraiment créer très rapidement des cas d'usage de recherche documentaire. Et donc, on a décidé de le faire sur AWS pour plusieurs raisons, donc notamment pour la partie sécurité, comme on dit Eloi et Oussama. Il y a pas mal de modèles qui sont disponibles. Il y a également une infrastructure qui est accélérée avec Bedrock. Et puis, on a aussi de la chance d'être accompagné par AWS, donc notamment avec les équipes de Prototyping Team, la GenAI Team. Et puis aussi, on a la chance d'avoir un architecte qui vient toutes les semaines chez nous pour nous donner des conseils pour améliorer nos briques techniques. Et je laisse maintenant la parole à Borami pour vous parler de nos défis. Je vais essayer dans les slides suivantes de vous illustrer concrètement les obstacles auxquels nous avons fait face pour vraiment sortir un peu de cette cosmétique PPT pour le coup. Et il y a 4 dimensions qu'on a souhaité vous mettre en avant, à savoir la complexité technique, les processus, le run et la sécurité. Donc dans chacune de ces dimensions, je vais vous évoquer différents items qui vont s'appliquer de manière générale à tous les projets qui vont en production, mais surtout les points qui concernent spécifiquement l'IA générative. Sur le premier point, complexité technique. Donc il y a vraiment 3 gros items, à savoir maîtriser la nouveauté technologique, concevoir une architecture modulaire et applicable, intégrer la solution dans l'environnement SI de l'entreprise. Maîtriser la nouveauté technologique, concrètement, c'est de savoir que les LLM peuvent déraper et donc être capable de comprendre qu'il faut mettre en place du content filtering, être capable de pré-filtrer les questions des utilisateurs, être capable de post-filtrer les réponses générées par le LLM, c'est tout simplement en fait, être capable de maîtriser la dérive que peut avoir un LLM. À côté de cela, il y a toutes les briques nécessaires pour faire fonctionner votre architecture qui sont généralement peu matures ou pas encore industrialisées. Et donc, de manière très concrète, nous avons utilisé LangChain, donc, qui est un orchestrateur qui est très utilisé. Maintenant, on s'est rendu compte qu'il y avait des problèmes de stabilité et on a donc la retiré partiellement sur la partie ingestion parce qu'on avait constaté qu'elle n'était pas utilisable donc, dans la durée. Donc voilà, il y a vraiment des difficultés liées à la sécurité,
liées aux performances, liées à beaucoup de sujets, donc de maturité, qui fait que vous êtes obligé parfois de changer en cours de route. Deuxième point, et ça c'est vraiment une décision SNCF, c'est de concevoir une architecture modulaire et réplicable. Par modulaire, ce qu'on entend par là, c'est véritablement être capable de changer une brique lorsqu'on constate qu'elle est obsolescente ou lorsqu'il y a une brique qui est plus performante. Et c'est, pour nous, même aller beaucoup plus loin que cela, puisque toutes nos briques fonctionnent par des API. Ça, c'est une contrainte finalement de compétences en interne, puisque nos data scientists travaillent sur Python. Et Python, toutes les bibliothèques les plus poussées en matière d'IA générative sont en Python, alors que nos développeurs sont en Java. Et justement, cette architecture modulaire via des API nous permet de faire travailler tout le monde sur son domaine de compétences avec les briques les plus à jour. Autre point qui est important, c'est qu'on essaie d'utiliser dans la mesure du possible des technologies open source. Donc, un exemple très concret, c'est que la base de stockage des vecteurs, c'est du PostgreSQL avec une extension qui s'appelle pgvector. On aurait pu partir sur des technologies propriétaires, mais là, pour le coup, c'est vraiment une décision de nos dirigeants d'essayer de limiter cette dépendance aux éditeurs. Et enfin, troisième point qui est très important, c'est la capacité à l'intégrer dans le SI du groupe dans lequel vous vous trouvez. Il y a certainement beaucoup d'ESN qui vous démarchent, des éditeurs qui vous démarchent. Par contre, l'intégration, ça peut prendre énormément de temps puisque cela veut dire être capable de respecter les contraintes d'urbanisation de votre groupe. Ça veut dire être capable de respecter les contraintes de sécurité, être capable de s'intégrer à la CI/CD de votre entité, donc la chaîne d'intégration et la chaîne de déploiement en continu. Et ces aspects-là peuvent prendre énormément de temps. Donc, on a préféré internaliser le sujet pour pouvoir mieux maîtriser cet aspect-là. Au niveau des processus, il y a 2 points majeurs que j'aimerais évoquer sur cette slide. Le premier, c'est d'être en capacité d'anticiper toutes les étapes que vous avez à réaliser. De manière très concrète, nous, notre architecture, on a dû passer par 3 comités de validation et derrière, on a dû, pour rassurer, passer dans 2 comités supplémentaires. Pour, par exemple, accéder à l'annuaire d'entreprise, cela prend quasiment 1 mois. Pour faire popper quelques instances particulières, ça prend, disons, 2-3 semaines, parce que ce sont des équipes spécialisées. Donc, tout cela, vous avez besoin de les mapper en avance pour arriver à limiter le décalage dans le temps de toutes vos étapes. Autre point, donc, c'est le juridique. Le juridique, comme nous sommes dans une étape d'industrialisation, c'est de les impliquer au plus tôt, puisque vous avez des contraintes de RGPD à respecter, mais vous devez également anticiper l'IA Act. Vous devez potentiellement gérer l'aspect IA éthique de votre groupe, puisque parfois il y a déjà des sujets qui sont portés à ce niveau-là. Tout comme vous devez également penser à protéger l'entreprise vis-à-vis des utilisateurs, donc arriver à définir un cadre de conditions générales d'utilisation. Donc tous ces éléments-là font que vous avez besoin d'intégrer le juridique au plus tôt, avec un juridique qui se veut service au niveau du projet, et non pas effectivement juste garant des respects légaux. Au niveau du run, il y a assez peu de nouveautés si vous avez déjà eu l'occasion de porter des projets en production. Là où j'attirais le plus votre attention, c'est au niveau des outils d'observabilité. Concrètement, au niveau de l'IA générative, il y en a 3 qu'on utilise, Phoenix, Light LLM et Ragax. Donc, ce sont des outils qui permettent de mesurer quantitativement la qualité de réponse que vous pouvez avoir de votre outil. Cela permet de suivre au niveau des logs ce qui se passe concrètement au niveau de RAG. Alors que, bien entendu, à côté, vous avez des outils comme Datadog que vous croisez de manière plus habituelle dans vos infrastructures. Au niveau de la sécurité, donc là, il y a beaucoup de sujets et je vais uniquement m'arrêter sur la brique sécurité du LLM. Le premier point étant que lorsque vous définissez un prompt system, donc quand vous utilisez un LLM, vous pouvez lui donner des instructions en matière d'expression, c'est-à-dire réponds uniquement en français, vous vois la personne, limite-toi aux documents qui constituent ta base documentaire pour répondre. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un prompt system. Et il faut être capable de le faire, il faut être s'assurer qu'il puisse résister au prompt injection. Prompt injection, c'est concrètement un utilisateur qui dit au LLM « joue le rôle d'un tel pour répondre en tant que tel ». Et c'est comme ça que généralement, on peut observer des dérapages. Donc véritablement un point d'attention très fort au niveau du prompt system. Il y a également l'aspect intégrité des documents ingérés. Les documents ingérés, vous, naturellement, vous voyez un PDF, très bien. La difficulté, c'est que les gens peuvent cacher des écritures. Des caractères en blanc sur un fond blanc, vous ne le voyez pas. Par contre, votre outil d'indexation, lui, va le voir et potentiellement, ça peut biaiser son fonctionnement. Donc, il faut donc arriver à s'assurer que les documents
ingéré ne soit pas biaisé de cette manière. Il y a l'autre aspect de restreindre, surveiller les fonctionnalités de recherche qui sont liées à Internet, puisque vous avez des bots qui vous permettent d'avoir la météo. Maintenant, si les données de météo sont corrompues parce qu'elles proviennent d'Internet, pour X raisons, elles ont été attaquées par quelqu'un, vous êtes sûr et certain que votre bot risque de dévier aussi. Donc, c'est vraiment de veiller et restreindre à ce niveau-là. Et enfin, dernier point, c'est le stockage de données par les éditeurs de LLM. Depuis le début, dans toutes les conférences, on vous évoque le fait que AWS ou d'autres éditeurs ne conservent pas vos données. Par contre, vous utilisez tous ce qu'on appelle le content filtering. Le content filtering, c'est pour s'assurer que le LLM ne va pas se mettre à insulter l'utilisateur, notamment. Et lorsqu'on utilise ce content filtering, il y a des données qui sont loguées. Même si elles ne sont pas réutilisées pour entraîner un LLM derrière, elles sont quand même loguées. Et l'avantage qu'on a trouvé avec AWS, c'est que dans notre typologie de confidentialité de données, on peut monter jusqu'à du C3, alors que le niveau maximal est sur du C4. Et si je devais comparer par rapport à Azure, on a fait le même exercice, on est limité à du C2, justement à cause de ce système de content filtering. Donc voilà pourquoi il faut arriver à rentrer vraiment dans les détails pour s'assurer de la sécurité sur toute la chaîne. Et je passe la parole à Laurent. Merci Borami. Du coup, d'un point de vue roadmap, nous, sur 2023, on s'est vraiment concentré sur la création de cet accélérateur, donc dans une phase vraiment industrielle. Et sur la partie S1, on est vraiment dans une phase d'accélération. Là, on veut vraiment répliquer le cas d'usage du RAG, donc on vous a présenté très fortement. On regarde également deux autres cas d'usage, qui sont l'analyse de verbatim, l'analyse et la génération de réponses aux appels d'offres. Et donc, ces trois cas d'usage, ils nous amènent des fonctionnalités pour aller réindexer la base documentaire, d'être en capacité de gérer d'autres formats de données en entrée et de mettre à jour notre base. Et sur la partie S2 2024, on va essayer d'explorer de nouveaux cas d'usage, notamment la génération de quiz, l'extraction de métadonnées. On voudrait également explorer le sujet des Small Language Models pour pourquoi pas essayer de faire tourner des modèles LLM, des SLM du coup on edge sur des tablettes. Et il y a également des sujets qu'on ne connaît pas et on veut se laisser l'opportunité de les creuser lorsqu'ils apparaîtront, vu que le domaine des LLM évolue très rapidement. Du coup, les 4 choses à retenir pour réussir votre passage à l'échelle sur l'IA générative. Donc, le premier, il vous faut des talents pour créer votre accélérateur qui vont maîtriser différentes technologies. Donc, on a pu le voir sur toute la chaîne de valeur de l'IA générative, donc depuis les pipelines d'ingestion, la maîtrise des modèles d'IA, toute la partie déploiement et la partie run. Et il faut aussi surtout anticiper l'intégration de votre application dans le SI de votre entreprise et donc tous les processus qui y adhèrent. Et enfin, transverse à ces 3 piliers, du sponsoring fort, du top management, pour débloquer les situations auxquelles vous allez être confrontés pendant le déploiement de votre solution. Et du coup, je tiens à remercier également donc, tous les acteurs, il y en a pas qui sont dans la salle, qui contribuent chaque jour avec nous à créer cet accélérateur. Donc merci à eux. Et je laisse le mot de la fin aux équipes AWS. Merci Laurent. Alors, encore 3 choses à retenir de cette session. J'espère que c'était intéressant. Donc, pour rappeler, donc, la stack d'IA générative sur AWS est composée de l'infrastructure qui est la couche sous-jacente de tous. Et il y a la deuxième couche qui est la couche d'outils qui vous permet d'accéder au large language model ou au modèle de fondation avec une API simple, avec une API unifiée. Ensuite, il y a les applications qui sont les assistants prêts à l'emploi pour plein de domaines, pour plein de profils. Deuxième point, il est primordial d'avoir la capacité de choisir parmi les modèles de l'état de l'art dans l'industrie, tout en restant en sécurité. Parce qu'aujourd'hui, l'évolution de l'IA générative sera probablement du jamais vu. Et donc, le meilleur modèle d'aujourd'hui n'est pas forcément le meilleur modèle de demain. Et le meilleur modèle d'aujourd'hui n'est pas forcément est meilleur que le modèle d'hier. Et donc, il faut faire un choix long terme, un choix stratégique sur la plateforme d'IA générative que vous voulez monter dans votre entreprise. Troisième chose, c'est le fait que vous pouvez enrichir l'IA générative avec vos données statiques, avec le RAG, avec des données dynamiques, avec votre système d'information, avec des agents, mais également en utilisant la multimodalité pour justement analyser des données qui ne sont pas textuelles.
Merci à tous. Je vous partage nos contacts si vous voulez discuter avec nous de vos projets, de vos cas d'usage, de vos plateformes. Donc, je vous laisse prendre quelques photos des QR codes si vous souhaitez. Et puis, bien sûr, nous sommes toujours preneurs de vos retours, de vos feedbacks. Donc, n'oubliez pas de remplir le formulaire de satisfaction. Et justement, il faut avoir l'application mobile AWS Events. Merci à tous et merci également à mes collègues Éloi, Laurent et Borami de leurs interventions et merci de votre temps. On va rester là quelques minutes pour discuter avec vous.